Et je vais demander à Armelle et Alice de me rejoindre maintenant sur scène. Donc après avoir eu deux témoignages de citoyens, aujourd'hui, on a deux témoignages également inspirants de deux citoyennes, mais en même temps entrepreneuses. Et donc ce sont des illustrations de changement de vie également, mais par également le projet professionnel et la démarche dans laquelle vous emmenez vos clients. Et donc je vais vous inviter toutes les deux à d'abord vous présenter un peu comme on l'a fait avec Iser et Stéphane, et puis on rentrera un petit peu dans vos projets. Armelle, peut-être ? Oui, donc moi c'est Armelle, j'ai 57 ans et j'habite Roubaix, je travaille à Roubaix également. Voilà, et je suis de formation styliste de mode et j'ai travaillé 25 ans à peu près dans l'industrie textile. Moi je suis Alice Bigorre, alors c'est drôle, je suis roubaisienne aussi, mais je travaille sur l'île, j'ai 50 ans, j'ai 2 grandes filles et je suis épicière en vrac. C'est pas le mien. Je sais pas. Non, c'est pas parce que... Oui, c'est ça. Merci. C'est lequel ? C'est moi. Celui du milieu. 1, 2. On va y aller. Ouais. Donc, on va peut-être commencer avec toi, Alice. Quel est le parcours qui t'a amené, parcours professionnel? On s'est croisés il y a pas mal d'années dans une entreprise commune, mais quel est le parcours professionnel et personnel qui t'a amené à créer ton épicerie en vrac et puis quelle a été l'histoire derrière cela? Alors, je vais commencer comme Iser. J'étais plutôt une écolo du dimanche. Mais moi, j'avais même pas de compost. Je ne faisais que le tri. Et j'ai eu une carrière professionnelle plutôt marketing et merchandising dans des groupes de textiles du Nord. Et puis, voilà, un jour, j'ai eu la tête sous l'eau et j'ai une copine qui est apparue avec un bouquin qui s'appelle Zéro déchet de Bea Johnson. Et ça a changé ma vie. En 6 mois, j'avais complètement changé ma manière de consommer et j'avais comme projet d'ouvrir une épicerie. En fait, Bea Johnson, ça a été la papesse du zéro déchet. Donc, on la connaît avec l'image d'un bocal, un bocal Le Parfait, d'1 litre avec plein de déchets à l'intérieur. Et elle explique que c'est que les déchets d'une année pour elle et sa famille. Et son bouquin m'a interrogée. J'avais pas grand-chose à faire à ce moment-là. Du coup, je me suis mise à faire mes courses en vrac, à aller avec mes tupperwares et mes bocaux dans les commerces de proximité. Ma famille m'a suivie dans le projet, sans se demander Je repense à ta question de tout à l'heure, ce qu'on avait mis de côté et ce qui nous manquait. Non, on a avancé dans ce chemin avec beaucoup de plaisir aussi. Alors, je regarde Iser parce que je trouve qu'il y a vraiment des similitudes en fait dans ces projets-là. Et ce que tu disais hier aussi, le vélo, le vrac, l'écologie, en fait, ça rassemble vachement et ça apporte du plaisir. Et il y a eu un tel engouement dans cette démarche-là personnelle, mon mari a suivi, les filles ont suivi, qu'un jour on s'est dit mais en fait il faut aider les gens à consommer de cette manière-là. Et le projet de l'épicerie vrac est arrivé sur la table, il y a 10 ans. Et pour toi, Armelle ? Alors donc moi j'ai commencé à travailler, comme je disais, il y a à peu près 25 ans. Donc à l'époque on faisait 2 collections par an. On avait par exemple le catalogue de la Redoute qui arrivait en août. On savait déjà quelle tenue on pouvait porter pour le réveillon. Et pareil en janvier on avait les modèles de maillots de bain pour l'été. C'était 2 collections par an. Après, au tournant des années 2000, il y a la fast fashion qui est arrivée. Là on est à peu près à 24 collections par an à peu près. Et maintenant, il y a l'ultra fast fashion avec Shein, Temu qui sont arrivés, par exemple. Et Shein, par exemple, il faut savoir qu'il y a 30 000 nouveautés par jour. Donc, c'est un peu l'évolution du marché de la mode qui est mis en place comme ça. J'ai pris conscience petit à petit aussi de l'impact de l'industrie de la mode, pollution, etc. Et
de façon personnelle, j'ai commencé à acheter en vrac, à fabriquer mes produits d'entretien et d'hygiène, etc. Donc, en gros, le soir, je fabriquais ma lessive et je raidais mes pois chiches. Et puis, le lendemain, j'allais bosser pour la deuxième industrie la plus polluante au monde. Il y avait un truc qui allait pas, quoi. Donc, petit à petit, je me suis dit, il faut faire autre chose. Donc, la seule chose que je savais faire, c'était de la mode. Donc, je me suis dit, hop, allons dans la seconde main et puis bossons avec la fripe. Voilà. Et donc, ça a été la création de la turbine. Donc, ça a été la création de Mule, qui est ma marque Mule, Amutrema 2L, qui veut dire déchet en allemand d'ailleurs. Et la turbine, en fait, on est deux à co-gérer la turbine, donc quelqu'un qui fait de l'impression sur textile et objets, et on s'est réunis pour faire de la friperie, de la customisation, de l'upcycling, toujours autour du textile, et voilà. Et on fait aussi des expositions, des concerts, accessoirement, voilà. Quelles ont été les premières étapes pour toi, Alice, de ce passage à l'acte, d'aller ouvrir ton épicerie, les défis que tu as pu aller rechercher et quel plaisir tu as pu y prendre aussi? La première étape, ça a été d'accueillir ce flux de Lillois qui n'attendaient que ça. Et je me souviens encore voir la porte de l'épicerie s'ouvrir avec des gens qui arrivaient avec des cabas pleins de bocaux et qui nous disaient « mais on n'attendait que vous ». Et ça, en fait, du coup, tu te dis, ah, je suis pas toute seule, c'est cool, parce que on passe quand même un peu pour des extraterrestres au début, hein, quand on arrive avec notre tupperware chez le poissonnier, chez le fromager, je pense, il y a écrit folle du village au-dessus de ta tête, tu vois. Puis petit à petit, ça crée vachement de liens et ça dynamise le truc. Et puis quand tu vois des gens qui rentrent dans ton épicerie à toi, qui n'attendaient que ça et qui se mettent à consommer comme ça, bon, c'est très très encourageant. Donc les défis, ça a été de savoir accueillir beaucoup de monde, de savoir les déculpabiliser aussi, parce que t'en as qui arrivaient convaincus, et puis t'en as d'autres qui se disaient ah, c'est quoi ça? C'est que des graines. Qu'est-ce que je fais là? Et puis pourquoi? Et puis en fait, c'était juste, et c'est encore valable 10 ans après, hein, juste merci d'être là, merci de prendre conscience qu'il y a un truc à faire, et on y va étape par étape. Et puis on déculpabilise, et puis finalement tout s'élargit. Et puis je me souviens d'une dame qui est arrivée avec ses contenants, qui est repartie et qui m'a envoyé un mail. Elle n'était pas contente. Mais alors je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais il y a un truc qui l'a dérangée dans le système et elle n'était pas contente. J'ai pris le temps de lui répondre. Elle est revenue, on a discuté, et aujourd'hui, cette personne fait 10 ans plus tard toutes ses courses toutes les 3 semaines à peu près pour toute sa famille chez nous. Et je me dis, bah ça, c'est des gens qui ont été qui ont avancé sur le même chemin, qui ont réussi à prendre ce virage-là, qui ont économisé quand même un sacré paquet d'emballages, parce que des pots qu'on a utilisés il y a 10 ans à l'époque, je les gravais, vous savez, on doit faire la tare pour éviter de vous facturer le pot du contenant, ce qui est plus malin quand même, et légal. Et du coup, je les gravais. Et 10 ans après, je revois encore ces pots arriver. Et je me dis, mais combien de fois ils ont été utilisés? Finalement, ils auraient dû être refondus et refabriqués derrière. Bah là, on a gagné tout ça. Donc, les défis, il y en a encore tous les jours. Et c'est ça qui est chouette dans ce métier aussi. Et de ton côté, même question pour toi, Armelle. Et ce qui de nous amener aussi au moment où tu as rencontré tes premiers consommateurs et consommatrices, comment ça s'est passé? Alors, moi, déjà, je vais raconter un peu la démarche que j'ai prise pour... parce qu'en fait, la friperie, il y en a déjà plein. Et voilà, avec des fripiers en plus qui sont des fois des trucs solidaires ou des trucs qui sont beaucoup moins chers qu'un fripier professionnel. Mais c'est quand même pas évident C'est pas toujours évident en fait de s'habiller en friperie parce que les friperies sont rarement triées. Donc on a un étalage de vêtements avec des horreurs qui sont au milieu de choses très jolies, et c'est compliqué de savoir repérer le vêtement qui va bien et qui sera bien dans notre garde-robe, et parce qu'il faut déjà avoir une conscience de ce qui nous va, de ce qu'on aime et de la mode qui est pas toujours évident, qui est pas donné à tout le monde. Donc en fait, ce que je fais moi, c'est que dans mon ancien métier en tant que styliste, je partais d'une tendance, une histoire de mode,
Et je disais, bon, ce sera telle gamme de couleurs, je dessinais les vêtements et on les faisait fabriquer. Là, j'essaie de faire l'inverse. En fait, je prends les vêtements qui existent déjà, je les rassemble et je les trie en me disant, ah bah ça, c'est une histoire de mode. Et je recompose des collections, en fait, avec des vêtements qui sont déjà fabriqués. Voilà. Donc la démarche, je ne sais plus quelle était la question, mais la démarche c'est ça en fait, c'est le défi, c'est essayer de faire comprendre aux gens quand même des histoires de mode, de pas dire ben si tu t'habilles en friperie, ben voilà, prends n'importe quoi qui traîne et puis assortis-le comme tu peux, voilà. J'essaie quand même de guider un peu les gens à s'habiller, encore une fois, de façon cohérente et à la mode, quoi. Et quel retour tu as justement de ces personnes que tu accompagnes? Bon, ils sont contents. mais est-ce que ce sont des personnes qui, en majorité, rentrent dans cette démarche ou qui sont déjà qui attendaient ça, un peu à l'image d'Alice, d'avoir cette offre qui s'étoffe ou ton approche? Alors déjà, la façon de trier les vêtements dans la boutique et de les rassembler encore une fois, voilà. Des gens parfois rentrent dans la boutique sans savoir que c'est une friperie et ne comprennent pas que c'est de la seconde main parce que pour eux, ils sont dans une boutique normale et ils me demandent une autre taille. Je dis ben non, ce sont des pièces uniques. Enfin, j'ai qu'une taille, c'est de la fripe. Donc voilà. C'est Alice, ce serait à refaire. Tu referais exactement la même chose, de la même manière, ou tu as créé ton projet autrement? Je leur pose des questions qui n'étaient pas préparées. Je referais pareil. Mais il y a 30 ans. Mais plus tôt, c'est ouais. Ça? Plus vite. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'avoir un impact facilement. En fait, c'est de donner à tout le monde d'aller chercher son pain avec un sac à pain, d'aller remplir son bocal de farine. C'est facile. Tu peux ne pas être adepte du vélo. Par exemple, moi, ça, c'est un truc, j'y arrive pas. Je suis pas à l'aise à vélo, donc j'en fais très, très peu. Par contre, je suis hyper à l'aise pour faire mes courses en vrac. Donc, c'est mon impact qui est facile et je trouve que c'est ouvert à tout le monde. Alors, si je devais refaire pareil, peut-être que je chercherais beaucoup de financement pour pouvoir ouvrir plein d'épiceries vrac et qu'il n'y en ait pas qu'une seule à Lille, mais qu'il y en ait partout dans toutes les villes et qu'on prenne beaucoup plus de place pour que les gens se rendent compte que, bah oui, en bas de chez eux, ils peuvent consommer comme ça et diviser par 20 leurs déchets. Et toi, Armelle, si c'était à refaire? Alors déjà, je ne sais pas faire de vélo non plus. Et si c'était à refaire, je ferais la même chose et j'évolue petit à petit parce que là, au début, j'ai vraiment concentré mon activité sur la fripe et là, je fais de plus en plus d'upcycling. Donc, en récupérant les vêtements qui sont étroués et tachés, déjà, je suis devenue super spécialiste je peux ouvrir un pressing, en fait, parce que détacher les vêtements de façon un peu écolo, ça va, je sais faire maintenant. Mais en tout cas, tout ce qui est vêtements troués, tachés, avec des taches que je n'arrivais pas à enlever, j'upcycle, je sais pas comment dire. Je les transforme en tout cas, donc je découpe, je mets des pièces avec mon ami qui imprime, je mets des imprimés, tout ça, enfin bref. Et donc je fais des vraies créations maintenant à partir de vêtements qui ne sont plus vendables en l'état. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Armelle et pour Alice? Alors je répète tes questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus d'épiceries en vrac en France? Est-ce que c'est compliqué à lancer? Est-ce que c'est et même toi, tu vas peut-être pouvoir nous partager l'expérience d'en lancer, d'arrêter, de reprendre. Et que Armelle, est-ce que tu portes aujourd'hui tes créations? Alors, ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés, donc non. Mais bon, je porte une jupe que j'ai achetée il y a une trentaine d'années déjà, donc je garde tout, je suis conservatrice et voilà, donc je ressors les trucs, mes vieilleries des placards de temps en temps. Mais non, je n'ai pas de création sur moi. Alice. Alors pourquoi il n'y en a pas plus? Il y en a eu plus. Sur l'agglomération lilloise, on devait être une dizaine à peu près. Alors, de mon enseigne, moi j'ai eu la chance d'avoir 3 épiceries. Il y en a donc une à Oisem, une à Croix, centre accessible en métro,
ou par la piste cyclable des Grands Boulevards. Et j'en ai une jusqu'au mois de mars dans le Vieux-Lille. Voilà, alors celle-ci n'a pas tenu. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait. On s'est endetté, surendetté, et on paye encore aujourd'hui pour un magasin qu'on n'a plus. Alors ça se développe lentement. Il faut savoir que le vrac, c'est 0,03% de la consommation alimentaire. Alors si tu me permets, j'ai une question pour vous. Ça va continuer à répondre à la tienne. Ici, combien de personnes consomment en vrac? Allez, on va dire régulièrement. Bah, vous êtes 4. Voilà. Donc, tu vois, proportionnellement, en fait, c'est... je ne sais pas pourquoi. On se développe pas plus. D'abord, c'est un modèle économique qui est assez fragile. Dans l'alimentation, entre guillemets, tu gagnes bien ta vie ou tu es rentable pour pouvoir développer quand tu transformes. Donc, un traiteur, un boulanger, une pizzeria, par exemple, qui achète de la matière première, qui transforme, se fait une marge conséquente pour pouvoir tenir correctement et rentabiliser. Nous, on ne transforme rien. Donc, une de mes meilleures ventes, c'est les flocons d'avoine. Si je vends 500 grammes de flocons d'avoine, je pense que je fais 15 centimes de marge. Tu vois, il faut que j'en vende quand même du flocon d'avoine. C'est quand même une de mes meilleures ventes. Donc, voilà, il faut vraiment des volumes. Cette semaine, on a mis sur les réseaux sociaux les 4 résolutions qu'on vous proposait en 2025. Et ce qui est génial, c'est que en venant faire vos courses chez nous, vous pouvez cocher les 4 d'un coup. C'est là que je vais avoir un trou, mais faire un geste pour la planète. Le fait de consommer en vrac, vous réutilisez vos contenants, donc vous diminuez les déchets, vous diminuez les emballages, donc tout l'impact écologique que ça a derrière. En achetant en vrac, vous achetez des matières premières. Donc forcément, vous allez cuisiner et manger mieux. Donc c'est plus sain pour votre santé. Donc vous prenez soin de votre santé. Deuxième point commun avec le vélo. La troisième résolution qu'on vous propose, c'est de faire un geste pour votre porte-monnaie. Parce que même si vous avez l'impression que le vrac, c'est plus cher, parce que ça vient dans la tête des consommateurs ou de chacun d'entre nous, le vrac, ça vient juste après le bio. Parce que c'est écologique, parce qu'on c'est essentiellement des graines ou des choses assez healthy. Ce qui n'est pas le cas, hein. On vend de la pâte à tartiner et des chips en vrac. Donc, voilà. D'ailleurs, elles étaient là hier soir, j'espère qu'elles étaient bonnes. Voilà. Donc, vous avez en tête une image chère du vrac. Ce n'est pas le cas. J'ai un exemple dans la boutique que j'affiche. Je suis allée faire un panier de courses chez Carrefour, le Carrefour qui est à Gambetta, donc pas un petit corner, hein, un Carrefour, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas le City, c'est la taille au-dessus. Hein. J'ai fait 36 € de courses de produits du quotidien. J'ai fait les mêmes courses dans mon épicerie, avec mes contenants, pour des produits parfois de qualité supérieure. Ça ne m'aurait coûté que 29 €. C'est 6 € d'écart. 7 € d'écart. 20%. C'est énorme. Mais voilà, de l'extérieur, on trouve qu'une boutique vrac, c'est joli, on voit tous les produits. Du coup, ça envoie une image un peu chère. La 4e résolution, c'était soutenez un commerçant local, un commerce de proximité. Donc en venant faire vos courses chez moi, vous pouvez cocher votre 4 résolutions. Et peut-être que je pourrais redévelopper d'autres épiceries plus tard. Mais en fait, il faut que vous soyez plus nombreux pour faire tourner les petits commerces. C'est un peu comme chez Armel, en fait. Armel, c'est pareil. Les marges sont pas. C'est pas comme si elle fabriquait en Chine, qu'elle achète un pull, elle fait fabriquer pour 70 centimes et elle va le revendre 45 €. Ben nous, c'est pareil, en fait. Et il nous faut du volume, en fait. Donc il faut des consommateurs et des consommateurs et des consommateurs de vrac pour pouvoir tenir et pour pouvoir que ça se développe. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Alice ou Armel? Oui. Non. Donc est-ce qu'il y a des subventions pour le développement de vos modèles? Déjà, dans l'entrepreneuriat en général, courage et fierté. Et après, dans le vrac, non. Je vais même vous dire, moi, je paye une taxe pour les quelques sachets papier que je vous mets à disposition. Voilà.
Donc non, il n'y a pas de subvention, mais si vous en trouvez, je veux bien parce que j'ai besoin. Caroline? Est-ce que le regroupement des offres a un impact positif ou responsable, etc., aurait du sens de rapprocher vos magasins, rapprocher avec d'autres offres? Est-ce que c'est des idées que vous aviez ou justement les disséminer au milieu des autres modes de consommation a plus de sens? Enfin, un genre de supermarché éco-responsable, en fait. Un centre commercial responsable. Ça a existé, hein. Aux Pays-Bas, il y a eu quelque chose comme ça. Et j'avoue que j'ai pas suivi, donc je sais pas où ils en sont aujourd'hui. Si, de toute façon, regrouper les bonnes idées, c'est chouette, hein. C'est chouette et ça peut attirer du monde. Ouais. Pourquoi pas? À garder en tête. Une dernière question? Oui. Je pense que si ça avait commencé il y a 30 ans, Alice, vous auriez réussi ça aurait pris, quand vous êtes arrivé, ça fait un bon moment, quoi. Pas trop en avance. Donc est-ce qu'il y a 30 ans, ça aurait fonctionné mieux ou différemment? Alors, il faut savoir déjà, le vrac, ça existe depuis 1974. L'arrivée du supermarché, des magasins bio et du supermarché en même temps, de toute façon. Donc le vrac, il y en a toujours eu. Nos grands-parents, ils consommaient en vrac aussi. Hein. Si on était arrivé il y a 30 ans avec cette offre-là, d'abord, je ne sais pas si on aurait été capable d'avoir cette offre-là. Aujourd'hui, nous, on a plus de 1000 références en vrac. Tu peux faire toutes tes courses. Enfin, je pense qu'il manque plus rien. Il est rare qu'on me demande un produit que je n'ai pas. Donc, quand j'ai ouvert il y a 10 ans, j'avais 250 références en vrac. Parce que l'idée du vrac, c'est qu'on soit bien clair. Hein. Moi, je suis livrée emballée, c'est sûr, mais emballée en gros volume. C'est pas d'ouvrir des petits paquets de coquillettes de 250 grammes et d'aller les vider dans mes silos. Voilà. Donc, il faut trouver les fournisseurs qui sont d'accord pour changer leur chaîne de fabrication et à un moment sortir des gros ballots pour les magasins vrac. Donc ça, cette offre-là, il y a 10 ans, c'était pas le cas. Il y a 30 ans, je pense que ça aurait été moins. En revanche, on serait peut-être dans la banalité aujourd'hui. Et peut-être que ce serait plus courant, finalement. Donc, on ne sait pas. Je vais prendre mon autre casquette, mais il y a quelques embranchements qui ont été ratés il y a 30, 40 ou 50 ans. Parce que hier, on avait le fourgon qui était là. Aujourd'hui, vous êtes ici. Je témoignais aussi autour du vélo. Et il y a beaucoup d'embranchements dans nos modes de fonctionnement, dans nos modes de consommation, dans nos modes de vie qu'on a ratés lors de la crise pétrolière, lors de ce genre d'événements. Où, oui, moi quand j'étais petit, il y avait de la consigne, on ramenait les bouteilles à la supérette ou au supermarché, on gagnait même des euros, c'était pas des euros, c'était des francs ou des centimes quand on remettait nos bouteilles. Bon, le fourgon n'a pas inventé ça, le vrac on le connaissait, et le vélo avait une part modale beaucoup plus large qu'on l'a connu. Simplement, effectivement, on a choisi en France, pour ce qui est du vélo, au moment de la crise pétrolière, le tout voiture, le tout diesel, surtout. Là où, par exemple, aux Pays-Bas, ils ont dit non, on prend la place du vélo. Mais c'était un pays beaucoup plus voiture que nous, au début des années 70. Mais on a pris des voies différentes. Le 30 ans résonnait un peu dans ma tête, parce que c'est vrai que souvent, et toutes les démarches dont on parle, ce ne sont pas des démarches d'innovation pure, c'est juste de reprendre quelques bons basiques, mais aussi moderniser, c'est-à-dire que la manière dont on attaque le vrac, la manière dont on attaque l'upcycling, la friperie, la manière dont on attaque le vélo ou le vélo assistance électrique, etc., aujourd'hui sont sexy aussi, et il ne faut pas
lésiner non plus ou dénigrer ça, c'est très bien parce que ça développe cette appétence. Et moi, je suis très content. Donc désolé, je prends cette autre casquette, mais que y ait des fabricants de vélos qui se mettent à marketer leur vélo aussi bien que la voiture a pu nous être inculquée depuis 50 ans. Et il y a du travail parce qu'il n'y a pas eu d'investissement marketing supérieur que celui sur la voiture depuis la Ford E-T. Et donc nous expliquer que ça peut aussi nous changer la vie et qu'on ait des objets sexy, que les magasins de vrac soient très bien présenté et marketé, alors avec cet aspect prix qu'il faut jouer, que l'on rentre dans une friperie et qu'on ait l'impression d'acheter du premier choix. Je trouve ça aussi fantastique qu'on rentre là-dedans. Voilà, c'était juste pour vous partager ce que m'apportait la réflexion sur les 30 ans. Mais en fait, c'est plus de 40 ou 50 ans. Mais j'oublie parfois que j'en ai 50. Voilà. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Et puis, on va passer au dessert.